Il y a 29 ans, le 2 novembre 1979, un homme et une femme quittaient leur domicile du 35 rue Béliard dans le 18e arrondissement de Paris. À bord de sa BMW, l'homme le plus recherché de France ne savait pas que chacun de ses gestes était observé par les policiers de la brigade anti-gang qui avaient découvert sa planque 2 jours plus tôt. Arrivé porte de Clignancourt, il se laissait dépasser et bloqué par un camion bleu, à bord duquel se trouvaient 4 hommes équipés de carabines à balles perforantes et d'un fusil mitrailleur Uzi. Aussitôt, la bâche du camion se soulevait et les 4 policiers tiraient sur lui. C'était la fin de Jacques Messrine, tué exactement comme il l'avait prévu lui-même dans une cassette, enregistrée quelques jours plus tôt et destinée à sa compagne Sylvia Jean-Jacot. Dans ce document extraordinaire, découvert quelques jours après sa mort, Jacques Messrine en parlait comme si elle s'était déjà produite. Moi, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en servis. Puisque cette cassette est prémonitoire à envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible, c'est que certains font faire de moi un héros, et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Et c'était la voix de Jacques Messrine, quelques jours avant qu'il soit tué de la même manière qu'il l'avait prévu. Jacques Messrine, auquel Jean-François Richer vient de consacrer un film, dont la première partie sort aujourd'hui en salle, et dont mon invité vient d'écrire une biographie, elle aussi en 2 parties, publiée aux éditions Jacob Duvernay. Jean-Marc Simon, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre Jacques Messrine, comme l'appelaient les journalistes, ou Jacques Mérine, comme il s'appelait en réalité, et qui ne se considérait pas, on l'a entendu, comme un héros. Pourquoi donc, aujourd'hui, on parle encore autant de lui, 29 ans après sa mort ? Parce que je pense que c'est un homme qui a vécu d'une certaine façon dans l'ombre. Il y a de larges zones d'interrogation sur sa vie qui subsistent et qui portent la légende et même le mythe aujourd'hui. Et à côté de ça, c'était un homme qui se projetait souvent sous les feux de l'actualité. Il a recherché cette actualité, il a recherché les interviews, il a adressé des enregistrements aux radios. Donc il a toujours vécu dans le paradoxe, Jacques Mérine, constamment. Et alors, vous dites aussi produit de son époque, et pourtant rien ne le prédestinait à devenir un jour un gangster. Il a eu une jeunesse plutôt heureuse, dans une famille sans problème, il a même été enfant de cœur. C'est vrai, Jacques Mérine est issu d'une petite bourgeoisie, travailleuse, courageuse. Ses parents sont des dessinateurs de mode, qui ont créé une petite maison de dentelle de luxe à Paris, dans le cœur des affaires de luxe à Paris, qui ont bien réussi, une entreprise qui aura compté 15 à 30 employés, dit-on, selon les sources. Il y a toujours des sources multiples autour de l'existence de Jacques Mérine, donc il avait tout pour être heureux. Il y a malgré tout quelques fêlures. D'une part, il a été séparé de son père durant la guerre, son père a été fait prisonnier, était incarcéré pendant tout le temps de la guerre. Il en a souffert beaucoup. Il a vécu, donc c'est un petit garçon de la zone. Il est de la proximité immédiate de Paris, à Clichy-la-Garenne, et il se retrouve au Poitou, loin de son père, mais aussi loin de sa mère, qui fait tourner l'entreprise pendant ce temps-là à Paris. Donc ça, il en a souffert, première fêlure. Seconde fêlure, c'est sa propre guerre à lui, la guerre d'Algérie, où il a sans doute vu et fait probablement des choses assez terribles. Et puis une troisième fêlure, un peu plus tard, au Canada, on l'a soupçonné du meurtre d'une dame qui précisément avait l'âge de sa mère. Moi, j'ai l'intime conviction, on n'est que dans ce registre-là, qui n'est pas coupable. Il s'en est défendu lui-même dans un ouvrage de quelques 300 pages, c'est donc dire le prix qu'il mettait à cette défense. Voilà les 3 fêlures que je crois sentir chez lui. Oui, mais quand il était au Canada, il faisait déjà des hold-up, il faisait déjà des braquages. C'est comme s'il avait choisi un jour, il revenait de la guerre d'Algérie, au fond, de faire du banditisme un métier, comme d'autres choisissent d'être fonctionnaires. Alors lui, il a eu 2 pentes qui l'ont entraîné dans ce domaine-là. C'est d'une part un goût particulier pour la rue. Il a eu la chance de faire des études au collège des oratoriens de Juilly, un établissement réputé, à Chaptal ensuite, également réputé. Il préférait la rue, il préférait aller au cinéma. Il s'est nourri, voire gavé, gorgé de western, de polar. Et puis seconde attirance, c'est la nuit. Ses parents avaient une maison de campagne. Ses parents donc étaient assez privilégiés. Ils avaient dans la région de Louviers une maison de campagne qui surnommait avec un brin d'orgueil le manoir.
et il organisait des soirées en fumée, à jouer au poker, à inviter des filles. Et donc voilà ces deux pentes. Ensuite, il a glissé par des cambriolages, des vols de voitures, des petites choses assez classiques. Et finalement, il passe au Canada parce qu'il a plusieurs petites affaires qui le poursuivent. Peut-être pour un renouveau, sans doute parce qu'il est accompagné de Jeanne Schneider, qu'on surnomme Janou. Sans doute a-t-il l'intention de se réhabiliter, d'entreprendre une vie un peu plus sérieuse là-bas. C'est pas réussi parce qu'il fait des casses quand même. Il fait des alors il les fait pas tout de suite. Ouais. Il cherche un emploi. Comme il a déjà un casier judiciaire, les Canadiens le refusent. Ils accepteraient Janou, mais lui est refusé. Il trouve malgré tout, il travaille au noir en quelque sorte. Il se fait embaucher chez un milliardaire avec lequel il se fâche, qu'il kidnappe. Il demande une rançon. C'est assez minable. C'est une affaire assez pitoyable. Autant le kidnapping plus tard en France d'Henri Lelièvre sera réussi, autant celui-là est minable. Et après, il est pris dans une fuite en avant, d'où il s'échappera par des braquages, parce qu'évidemment, dès qu'on vit dans la clandestinité, il faut beaucoup d'argent. Alors, il ne revient en France qu'en 72, après 5 ou 6 ans passés au Canada. Il n'est absolument pas connu à ce moment-là. Il fait 3 braquages très importants en 1973, se fait arrêter par le commissaire Broussard, déjà, dont on reparlera plus tard, et puis il attend en prison son procès pendant 4 ans, jusqu'en mai 1977, un procès à sensation, France Inter, Gilbert Denoyant, le 6 mai 1977. Coup de théâtre au Palais de Justice cet après-midi. À Paris, Jacques Messrine, qui s'était fait la réputation d'être l'ennemi public numéro 1 et qui se révèle être un bandit habile dans l'art de la promotion, a sorti de son nœud de cravate l'empreinte des clés des gardiens de la prison de Fresnes. Et vous y étiez, Jacques Thévenin. Si l'on en croit ce qu'il a dit avec force cet après-midi, Messrine a un sérieux compte à régler avec l'administration pénitentiaire. Si cette nuit il a mis 4 fois le feu à la porte de sa cellule, c'est pour protester contre la mise au cachot d'un détenu à qui il avait demandé d'enregistrer les chroniques radio consacrées à son procès. L'avocat général, M. Langlois, lit le rapport de la direction de la prison sur les événements de la nuit, et puis Messrine se lève dans son box. Moi, je vais vous dire de quoi ils sont capables, les responsables de l'administration pénitentiaire. Il défait alors son nœud de cravate et en sort une boîte d'allumettes. Dans cette boîte, dit-il, il y a les empreintes des clés de transfert, et ces empreintes, ajoute-t-il, m'ont été vendues 300 000 francs par l'un des responsables de l'administration pénitentiaire. Et d'un geste théâtral, il jette la boîte à travers la salle d'audience vers le banc de la presse. Et c'était donc le procès de Jacques Mérine, un procès à sensation dont il a fait un véritable spectacle. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce personnage, qui commence à ce moment-là, enfin, on l'appelle déjà l'ennemi public numéro 1, mais vraiment, on a cherché dans les archives, la première archive que l'on ait de lui, c'est en 1977, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, et là, un procès spectacle qu'il a voulu, qu'il a cherché. Alors tout à fait, mais quand il est en prison, Mérine est à l'ombre, mais il n'est pas du tout fait par l'ombre, il n'est pas fait pour l'ombre, c'est un homme qui est fait pour la lumière, et en plus il a un ego très fort, et il a surtout, si vous me permettez l'expression, il a une grande gueule, Mérine. Et d'ailleurs, à ce procès de 77, lui, il prendra 20 ans, alors que Michel Ardouin, son associé, qui a fait sans doute infiniment pire, qui a été proxénète, qui a fait du trafic de drogue, prendra la moitié de ce temps. Mais lui aura la sagesse d'adopter un profil bas. Mérine, c'est pas du tout son genre. Et il aime les coups de théâtre. Alors, les clés, notamment, c'est un coup de bluff, Je crois savoir qu'il s'agit en fait des clés d'un téléviseur. Mais il joue de tout. Dès qu'il trouve une pelote, il tire sur le bout de ficelle. Il veut avoir la pelote en entier. Mais il en rajoute. Il a publié juste avant son procès un livre, L'Instinct de mort, qui vient d'être d'ailleurs réédité. Et dans ce livre, par exemple, il revendique 39 meurtres, alors que vous n'êtes pas sûr qu'il en ait commis un seul. D'ailleurs, il n'a pas été condamné pour meurtre. C'est vraiment quelqu'un qui en rajoute. C'est presque suicidaire, cette façon de travestir la vérité, mais en sa défaveur. Au lieu de minimiser ses crimes, eh bien, il en rajoute. Il est constamment dans la fuite en avant et dans le paradoxe. Alors c'est vrai que ces 39 morts, il les annonce à l'occasion d'un interrogatoire. C'est une fanfaronnade devant les policiers qui l'interrogent. C'est lors de son arrestation, de sa seconde arrestation de 73. Et ça va le poursuivre ensuite constamment dans la presse. Mais c'est également ce qui fait que la presse s'intéresse à lui. Alors il prend 20 ans de prison, qu'il ne fera pas, on verra, mais d'une prison dans des conditions très difficiles. Comme il s'était déjà évadé au Canada, comme il avait commencé également à s'évader en France, on le met dans dans une cellule qu'il a condamné, ce qu'on appelait les quartiers de haute sécurité, Jean-Marc Simon. Alors il s'y trouve pas tout à fait par hasard, et pas uniquement pour ce qu'il a fait avant. Il y trouve aussi pour ce qu'il fait pendant son incarcération. C'est parce qu'on sait qu'il envisage de
s'évader. Il y a des rumeurs qui courent. Il y a notamment un projet d'évasion avec. Mais il le dit même à son procès, je m'évaderai. Tout à fait. Oui, il le dit. Mais il y a surtout cette tentative d'évasion avec l'aide de Jean-Charles Villequet, qui est un autre flingueur. Et malheureusement, Villequet s'est évadé, lui, d'une façon très spectaculaire du palais de justice de Paris, grâce à son épouse. Et un peu plus tard, lorsque son épouse a été arrêtée et blessée par la police, on a trouvé dans son sac à main des plans d'évasion. Il s'agissait ni plus ni moins d'enlever 2 personnes, un homme politique de l'opposition et un magistrat, et éventuellement, s'il était nécessaire, de tuer le magistrat pour donner du poids à la demande de libération de Jacques Mérine. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très lourd. Alors évidemment, il se trouve dans un système carcéral qui, lui, est également extrêmement rigide et contraignant. Des cellules de 9 mètres carrés, une surveillance permanente, enfin bref, un des mobilier conditions... scellé au sol. Des conditions d'ailleurs dont il s'est plaint une fois devant des journalistes après s'être évadé de la santé le 8 mai 1978. Vous comprenez, j'ai pris la haine en quartier de sécurité. Comprenez une chose, quand vous voyez des fois on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire? Accepter? S'écraser? Se laisser humilier? Se laisser déshumaniser? Se laisser détruire et ne pas bouger? Moi j'ai pas accepté cette destruction. 13h France Inter, le magazine d'intermidi Didier Leca. La une de l'actualité, c'est l'évasion de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, qui a réussi la belle ce matin en s'évadant de la prison de la Santé en compagnie de 2 autres détenus. Et pour le garde des Sceaux, M. Alain Perfit, cette affaire est très grave car, répétons-le, il y a eu sans aucun doute des complicités. Ce qu'a fait Mérine depuis qu'il est connu des justices du monde entier tend à prouver qu'il y a des hommes à l'égard desquels il faut prendre des mesures extraordinairement rigoureuses et dont la réinsertion sociale n'est pas pour demain. Il tombera à terre et se laissera crever pour trouver dans la mort sa seule liberté. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleury Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Messrine. Et c'était le mitard par le groupe Trust, un texte de Messrine lui-même qui s'était évadé, donc on l'a entendu, de la Santé en mai 78. C'est quand même extraordinaire, c'est sûrement le prisonnier qui était le plus surveillé de France dans ces quartiers de haute sécurité, et voilà qui s'évade d'une manière spectaculaire, Jean-Marc Simon. Alors, il a joué d'une part une relative sagesse à cette époque. Il a essayé de se faire un petit peu oublier avec l'aide de son complice, avec François Besse, dit le petit. Lui, c'était le grand pour sa taille. François Besse est un être tout petit et également qui parle peu. Autant l'un est très prolixe, très disert, autant Besse est discret. Ils se sont fait un peu oublier. Ils ont bénéficié d'une aide intérieure, d'un maton, semble-t-il. Vous savez, Mérine, c'est un produit d'une époque. Hein. C'est l'époque où la gauche est franchement à gauche, la droite est franchement à droite. Et par conviction politique, un maton l'a aidé, et pour pas une thune, pour reprendre la formule de Jacques Mérine lui-même. Et en revanche, la police va enquêter partout, on va s'inquiéter, on va en vouloir notamment à maître Christian Giletti. Un maton l'a aidé parce que tout simplement, on avait mis un revolver dans le parloir, hein, on a mis plusieurs où Mérine recevait son avocat, il capture les gardiens, prend leur uniforme, enfin c'était quand même très rocambolesque. On est à la Santé et on est dans les quartiers de haute sécurité quand même. C'est très organisé, c'est très minuté. Ils choisissent un jour de parloir avec maître Christian Giletti parce que c'est celle qui est de ces avocates qui est la plus ponctuelle, donc ils peuvent jouer de ce timing-là avec elle à son insu, hein, et elle sera ennuyée par la police et la justice par la suite. Elle mettra 10 ans à se sortir de cette affaire-là et elle renoncera au barreau. Et ils jouent donc cet horaire-là. Ils disposent d'armes sur place introduites par le maton. Ils savent qu'il y a un chantier sur la façade d'un des bâtiments et donc il y a une échelle d'au moins 8 mètres dans la cour qu'ils peuvent utiliser pour franchir la seconde enceinte de la Santé. Alors, extraordinaire évasion, extraordinaire cavale, parce que voilà que l'homme le plus recherché de France, l'ennemi public numéro 1,
on ne va pas le trouver pendant 18 mois, alors qu'il a toutes les polices de France à ses trousses. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est parce qu'il se déguisait, dites-vous, Jean-Marc Simon. Oui, alors on l'a appelé l'homme aux 1000 visages parce qu'il avait une façon habile de se grimer. Il pouvait passer aussi bien. C'était Monsieur Tout le Monde. D'ailleurs, à un moment, il a des faux papiers au nom de Monsieur Toul et ça l'amuse beaucoup. Toul comme tout le monde. Alors il se déguise en avocat, il se déguise en plâtrier. Tantôt il est en moto, tantôt il est en mobilette. On a beaucoup de mal à l'identifier. Mais surtout, c'est un homme aux 1000 facettes. Il est multiforme, hein, Mérine. Alors écoutez, il prend des identités différentes avec des professions différentes. Et parmi elles, carrément, commissaire de police. Oui, alors commissaire de police. Alors il avait toujours de nombreux faux papiers sur lui. Commissaire de police, on pense qu'il a fait ça grâce à des faux papiers des vrais faux papiers, si j'ose dire, qu'il aurait récupérés à la santé, notamment à l'occasion de son évasion de 78. Et il se présente au commissariat de Deauville, pour lequel il a des renseignements malheureusement pour lui un petit peu anciens. Il pense que l'effectif de police est très faible et il voudrait braquer le commissariat avant d'aller braquer le casino. L'effectif est beaucoup plus important que prévu, donc il repart poliment et il va faire le casino ensuite. Et ça se passe mal d'ailleurs, il y a une fusillade. Oui, ça se passe mal. Et en plus, la recette est assez maigre. Hein, la maigrichonne, c'est 80 000 francs de l'époque. Et puis alors, un mois plus tard, il continue, il persiste, il signe dans une banque du Rincy, France Inter, Patrice Bertin, le 30 juin 1978. Au sommaire ce soir, signé Mesrine, un hold-up sans armes et sans victimes dans une banque du Rincy, 450 000 francs de butin. Jacques Mesrine s'est fait raccompagner à la gare par ses otages. 2 mois après son évasion de la santé, l'ennemi public numéro 1 étoffe encore sa légende criminelle. Témoignage recueilli par Jean-Jacques Cros et Françoise Gaujour. Il vous a menacé avec un revolver? Non, juste qu'en rentrant pour ouvrir la porte, c'est tout. Parce qu'ils ont demandé si c'était la police et qu'il fallait ouvrir. Alors on a ouvert et puis on a vu les revolvers. Et vous l'aviez déjà vu avant, Jacques Mesrine? Ah non, jamais à la télévision, je l'avais vu. Avec la moustache, mais sa moustache, il a les mêmes yeux. Et là, il avait une perruque? 2 perruques, il avait une sur l'autre. Vraiment, on n'aurait pas dit des bandits. Et oui, une fois de plus, donc, l'ennemi public numéro 1 a défié la police. Entre Mesrine et les 15 inspecteurs de la police judiciaire mobilisés 24 heures sur 24 pour le retrouver, la course contre la montre vient de commencer. Ça fait longtemps que je roule ma bosse. Les honnêtes gens me cherchent des crosses. Je suis foutu, yeah. Comprends-moi bien, ma petite Lulu. Puis que j'ai toute cette flicaille au cul, faut que je change d'adresse. Car dans la presse, vu le portrait qui m'ont taillé, y a plus personne pour repasser mes chemises. Oh, monte le jukebox, allez boss. Cela dit que je comprends que tu paniques, vu que t'es l'ami de l'ennemi public numéro 1. Et c'était un extrait de la lettre à la petite de l'ennemi public numéro 1 de Jacques Higelin. À l'époque, d'ailleurs, la petite, comme disait Jacques Higelin, c'était Sylvie Jean Jacot, qu'il avait rencontrée pendant cette cavale. Qu'on surnommait la belle italienne. Oui. Et alors, l'époque aussi, c'est celle où il continue, alors là, cette fois-ci, avec beaucoup plus de succès, non pas des braquages, mais un enlèvement, et l'enlèvement d'un milliardaire qui s'appelait Henri Lelièvre. Ça va lui rapporter des sommes colossales, Jean-Marc Simon. Oui, alors là, on est dans l'ordre de plusieurs millions de francs, 6 millions de francs. Il avait envie de faire un gros coup. Alors, il y avait 2 tentations. Il y avait une tentation de passer à l'étranger, et puis il avait envisagé à un moment aussi d'attaquer, et ça supposait de très gros moyens financiers, d'attaquer la maison de force de Mende. Alors, c'est vraiment le coin le plus perdu de France en termes d'incarcération. Il y était passé là-bas quelques jours à l'occasion des grandes révoltes carcérales de 74, et il voulait se faire cette prison, mais il fallait deux avions, pas mal d'hommes, et il était passé en Italie pour essayer de recruter des hommes, et donc il fallait des gros moyens. D'où cette attaque contre un milliardaire. Mais il avait déjà donc fait un enlèvement au Canada. Il a travaillé avec des hommes qui ont travaillé sur des enlèvements. Je pense à Alain Cailleul notamment, qui a été mêlé à l'affaire du baron Ampin. Tout ça est dans l'air du temps. C'est la grande époque des enlèvements. Et tout ça alors que la police le recherche, ne le trouve pas, mais en revanche, qui trouve Mérine, c'est la presse. Parce que il l'a recherché, il l'a sollicité même, et la presse n'avait aucun mal, les journalistes
police n'avait aucun mal à le trouver. C'est donc pendant cette cavale, alors que toute la France, toute la police française le cherche, que on voit apparaître dans Libération et surtout dans Paris Match, on voit apparaître des interviews de Mesrine. Alors, on peut s'interroger bien naturellement sur le rôle des avocats dans ce domaine. Hein. Ouais. Prenons l'interview d'Isabelle de Wengen pour Paris Match. Isabelle de Wengen est la compagne de Maître Jean-Louis Pelletier. Maître Jean-Louis Pelletier, c'est son avocat au procès de 77. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un procès avec des grosses pointures. Il y a Badinter, il y a Maître Henri Leclerc. Hein. C'est pas un petit procès, le procès de mai 77. Et alors donc, la presse parle de lui, mais on a retrouvé Mesrine dit par titre Paris Match. Alors en revanche, il y a un journaliste qui n'a pas eu de chance, qui s'appelait Jacques Tillier. Alors, il faut rappeler cette histoire parce qu'elle montre quand même de quelle violence était capable Mesrine, Jean-Marc Simon. Alors Jacques Tillier, c'est un personnage un petit peu particulier. Il vient des milieux un petit peu chaussettes à clous, hein, pour parler court, et il a une idée derrière la tête. Il est en cheville, si vous me passez l'expression, avec l'Office central de répression du banditisme, du commissaire Aimé Blanc, qui finalement localisera Mesrine un petit peu plus tard. Et il a idée d'organiser une interview de Mesrine contre de l'argent, et ensuite de balancer Mesrine à la police. Et Mesrine, c'est un fauve, hein, c'est un instinctif. Et il sent les choses. Et il entraîne Tillier dans la forêt. Mais il faut rappeler que Tillier trouve le moyen de provoquer Mesrine, c'est-à-dire en écrivant dans Minute, qui était son journal, en écrivant des articles laissant entendre que Mesrine était un lâche au fond, etc. Ce qui a poussé Mesrine à le trouver, à le rencontrer. Ce qu'attendait Tillier, mais alors ce que n'attendait pas Tillier, c'est ce qui s'est passé. Absolument. Mais alors, il pouvait être à peu près sûr que Mesrine réagirait. Jacques de Rogy, quelques années plus tôt, avait fait ce genre d'accusation contre Jacques Mesrine, et Mesrine, depuis sa prison, lui avait envoyé avec un accusé de réception des menaces de mort. Oui. C'est absolument sidérant. Et donc Jacques Tillier, lui, se fait prendre au piège finalement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il l'amène dans une grotte. Il l'amène dans une grotte très mise en scène avec des bougies. Des bougies, c'est très scénarisé. L'endroit est tout à fait macabre, si j'ose dire. Il le bat, il le fouette avec une ceinture. Il est entièrement nu. Il est humilié. Alors ça, ce sont des choses qui de toute façon reviennent, qui sont récurrentes dans les récits de Mesrine, dans l'instinct de mort. On pense que ça lui vient de la guerre d'Algérie, et lui-même en convient. Il a ce côté sadique. Il dit pas que c'est bien. Hein, il dit c'est comme ça. Bon. Et alors où on s'interroge, c'est qu'il lui laisse 3 balles dans le corps, si j'ose dire, 3 balles de 22 long rifle. Donc c'est pas un très gros calibre, mais c'est tout de même une arme létale. Et on peut s'interroger si vraiment il avait voulu le tuer. Mesrine savait ce qu'il faisait. Oui. Et le journaliste va se traîner jusqu'au bord d'une route, ayant été laissé pour mort, et va être récupéré par des passants. Alors ça, c'est en septembre, et la police n'a toujours pas découvert l'endroit, la planque de Mesrine. Ce qu'elle va faire quelques jours plus tard, hein, à la fin du mois d'octobre, on découvre Mesrine grâce à quelqu'un dont on savait qu'il avait été son complice, notamment dans l'affaire Le Lièvre, et c'est comme ça, par des écoutes téléphoniques, qu'on découvre Mesrine, Jean-Marc Simon. Alors on retrouve Jacques Mesrine grâce à une voiture. En fait, il y a une voiture qui est utilisée à l'occasion de l'affaire Tillier, hein. C'est une R14, et la police va parler d'une R5, ce qui fait que Charlie Bauer, puisque c'est lui le complice en question, ne va pas changer de voiture. Et les policiers de l'OCRB, et notamment le commissaire Emmanuel Farrugia, qui à ce moment-là est un inspecteur principal, avec son groupe, va étudier toutes les contredanses de la région du quartier Saint-Lazare, puisqu'on pense que c'est plutôt dans ce secteur-là que pourrait se trouver le véhicule. Ils finissent par le localiser, et à partir de ce moment-là, pour reprendre une expression policière, ils vont filocher Charlie Bauer et remonter jusqu'à la rue Béliard, où se trouvent cachés Jacques Mesrine et Sylvia Jean-Jacot. Et d'où Jacques Mesrine donc quitte, part un matin, c'était un après-midi, c'était le 2 novembre 1979. Hein, il se dirige vers la porte de Clignancourt, et c'est là que la police non seulement le localise, mais réussit à tuer Jacques Mesrine. Mesrine abattu à Paris. L'anti-gang avait repéré l'ennemi public numéro 1 depuis 2 jours. Les policiers l'ont coincé porte de Clignancourt alors qu'il s'apprêtait à partir en week-end. Gilbert Picard, le reporter d'Inter qui était l'un des tout premiers sur place. Je me trouve place de Clignancourt et je peux vraiment vous confirmer donc cette nouvelle. Mesrine est mort. Il a été abattu il y a quelques instants par les hommes de la brigade anti-gang. Mesrine était à bord du BMW. Il avait un déguisement. Il portait une perruque. Il était armé
armé. Il avait à l'intérieur de la voiture des gros calibres et des grenades. Il y a eu une petite fusillade. Les hommes, donc les policiers, ont ouvert le feu. La BMW est criblée de balles. Le pare-brise a volé en éclats. Et Mesrine est couché sur le volant. Il n'a pas pu esquiver quoi que ce soit pour s'enfuir. Et Mesrine est tombé. L'opération était dirigée sur place par le commissaire Broussard, le patron de l'anti-gang. Et c'est le commissaire Broussard qui raconte ce que fut pour lui l'arrestation du gangster. Je signale simplement une seule chose, c'est que en cour d'assises, lorsqu'il est passé, Mesrine m'a dit devant le président Petit, le premier qui tirera aura raison. Nous n'avons pas tiré les premiers, il a voulu sortir une grenade, nous avons tiré. Alors ça, c'est la version du commissaire Broussard. Beaucoup, en revanche, ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de sommation, qu'on avait abattu littéralement Mesrine. Que pensez de tout ça? Libération a même parlé d'assassinat. Il paraît difficile qu'il y ait eu des sommations. Ça me paraît assez douteux. Que Robert Broussard ait voulu abattre Mesrine, j'ai du mal à le croire. C'est si vrai que 2 jours avant, Robert Broussard retient ses troupes. Il l'encercle à pied, etc. Mais à cause de la présence de ces grenades dans un sac, précisément, les policiers n'osent pas trop quoi faire en milieu urbain, au milieu des passants. C'est un quartier très populaire, la porte de Clignancourt. Je pense que l'action, alors à mon avis, il y a une pression des hautes autorités politiques et policières très très forte. Je pense pas que qui que ce soit ait dit à Robert Broussard, il faut tuer Mesrine. Je pense que par contre, il devait avoir des consignes extrêmement fortes pour qu'il ne s'échappe pas. Alors après, ça se joue au fil du rasoir dans l'action, avec des hommes de terrain qui depuis 2-3 jours dormaient peu, étaient fatigués et avaient peur de Jacques Mesrine. Puis il y a Mesrine lui-même qui disait que de toute façon, si jamais il était coincé, eh bien il tirerait de toute façon avant la police. Ce qui a fait dire d'ailleurs ensuite, parce que la polémique a continué, ce qui a fait dire au commissaire Aimé Blanc, même mort, il continue de nous emmerder. C'est assez extraordinaire. C'est une phrase que l'on retrouve dans votre livre. Et que vous trouverez dans le deuxième. Jean-Marc Simon, et qu'on retrouve dans le 2e volume, puisque c'est la première partie de votre livre, Jacques Mesrine dit Le Grand, qui vient d'être publié chez Jacob Duvernay, itinéraire d'un braqueur en série, donc. Et puis, vous avez également écrit Mesrine, itinéraire d'un braqueur en série, publié aux éditions de la Lagune. À lire aussi L'Instinct de mort de Jacques Mesrine, réédité chez Flammarion. Enfin, je signale la sortie ce mercredi du premier volet, du très bon film de Jean-François Richer avec Vincent Cassel dans le rôle titre, L'Instinct de mort. Le second volet, L'ennemi public numéro 1, sortira lui le 19 novembre prochain. Mesrine, dont il sera également question ce soir à 12h20 dans le Téléphone sonne, animé par Alain Bédoué, sur le thème malfrats et truands d'hier et d'aujourd'hui, et dans lequel, Téléphone sonne, on pourra entendre justement le commissaire Aimé Blanc. Vous avez pu entendre, c'est à 19h20, vous avez pu entendre des extraits du documentaire suivant, Mesrine, l'homme qui a fait trembler la France, diffusé sur M6 le 8 octobre dernier, réalisé par Thierry Vincent et Marc Boulet. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Olivier Riotor. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jarros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la propagande du régime de Vichy. Vous avez la patience de me supporter. J'espère que vous avez aimé le disque et qu'il faut en faire partie de la discothèque que j'ai à la maison. Je suis journaliste, maman. L'édito des informations de 95.2 à 18h30. 2 minutes et demie par jour, ils m'ont donné. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que vous allez avoir du mal car j'ai des inconditionnels ici dans la salle. Ça peut changer. Ils sont venus avec des pieds. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com